Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. À la une de l'actualité aujourd'hui, la colère ne retombe pas en Algérie. De nouvelles manifestations ont eu lieu la nuit dernière après l'annonce du dépôt de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. La jeunesse semble déterminée à se mobiliser encore pour s'opposer à un 5e mandat du chef de l'État. Son visage est peut-être celui du futur chef du gouvernement en Estonie. Kaja Kallas et son parti de centre-droit sont arrivés en tête des législatives ce dimanche et doivent désormais former une coalition. Theresa May accusée de corruption, l'opposition met en cause la première ministre britannique qui aurait promis des fonds à des régions laissées pour compte dans l'espoir d'obtenir leur vote en faveur de l'accord sur le Brexit. Enfin, un coup d'œil à l'actualité culturelle européenne avec une exposition consacrée à Van Gogh à Paris ou encore un détour par la Bulgarie pour découvrir des fragments originaux du mur de Berlin. En Algérie, la colère reste vive. Des rassemblements ont eu lieu à Alger et dans d'autres villes du pays la nuit dernière après l'annonce du dépôt de candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Le président sortant persiste et signe. Il propose d'organiser une élection anticipée une fois réélu. Une réponse qui semble loin de donner satisfaction. En Algérie, la contestation anti-Bouteflika ne semble pas faiblir. Il y a ces étudiants qui ont refusé d'aller en cours ce lundi en signe de protestation. Il y a ces articles de presse qui se font l'écho de la colère des Algériens face à la perspective d'un 5e mandat pour un président aux abonnés absents. Les promesses du camp présidentiel sont accueillies au minimum avec scepticisme. On a vu que ce gouvernement, c'est une blague, dit cet étudiant. Même notre constitution est devenue une sorte de scénario tiré des films de Bollywood. Bouteflika voudrait qu'on lui laisse encore un an et après il verra, il quittera le pouvoir. Mais c'est une mascarade. C'est pas un pays démocratique. Ou alors c'est une république qui n'est pas démocratique. Appelons ça plutôt une monarchie. On ne dit pas que Bouteflika n'a rien fait, ajoute ce jeune homme. Il a travaillé, c'est vrai. Mais maintenant, il est malade, il est en fauteuil roulant. Normalement, ceux qui le poussent à se présenter, c'est à eux de quitter le pouvoir algérien. Cette candidature, c'est une insulte au peuple. À l'instar de ce qui s'est passé ces derniers jours, de nouvelles marches sont d'ores et déjà prévues ce vendredi. De son côté, Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé en Suisse depuis plus d'une semaine, officiellement pour des examens. Aucune date de retour en Algérie n'a pour le moment été annoncée. Ce mouvement d'ampleur est-il une contestation éphémère ou contient-il les prémices d'un printemps algérien? Élément de réponse avec Audrey Tilve. Début d'ouverture au statu quo en trompe-l'œil. Comment interpréter la promesse faite par le camp présidentiel d'un mandat abrégé si Abdelaziz Bouteflika venait à être réélu? Nombre d'Algériens ne croient pas à la sincérité de cet engagement ou ne veulent pas s'en contenter. Nous avons demandé son éclairage à l'analyste Brahim Oumansour, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'annoncer après la mobilisation pourrait être interprété par la population comme une demi-mesure, une annonce démagogique pour les dissuader de poursuivre la mobilisation. Je sens qu'il y a une réelle volonté derrière pour des transformations, pour des réformes politiques. Ça a été déjà, je crois, au sein du régime même, il y a une conscience, il y a une prise de conscience qu'une transition politique s'impose. Et bien sûr, certains soutiennent la continuité de la présidence de Bouteflika juste pour des mesures de sécurité en privilégiant une transition lente mais sûre qu'une transition brutale, risquée. Peut-être le début d'un processus donc, qui pour Brahim Oumansour prendrait au mieux 1 ou 2 ans. Pas sûr que les Algériens aient l'intention de laisser l'entourage du président battre la mesure aussi longtemps.
Emmanuel Macron joue la carte de la réconciliation avec Rome. Dans un entretien à la télévision italienne ce dimanche, le président français a donné le ton à la veille du lancement officiel de la campagne des européennes. Il promet de combattre ceux qui défendent le nationalisme. Après des semaines de tensions et de polémiques entre la France et l'Italie, Emmanuel Macron a lancé un vibrant appel à la réconciliation entre les deux pays dimanche dans une interview qu'il a accordée à la télévision italienne. Évoquant, je cite, les péripéties de ces dernières semaines, il a minimisé les tensions et a appelé à aller au-delà des propos excessifs. Le président français a longuement parlé d'Europe, de l'esprit des peuples auxquels il croit et de la nécessité de l'unité. La force du peuple européen, c'est d'être plusieurs peuples. Quand la peur revient, quand l'inquiétude à l'égard du monde est là, quand le doute s'installe dans nos démocraties, la colère repart et avec elle les vieilles haines, les pires haines. Et donc le racisme, l'antisémitisme, ces discours de haine qui réémergent aujourd'hui dans nos sociétés, ils sont le symptôme de ce mal-être, de ce malaise dans la civilisation. Aurait dit Freud. Face aux partis populistes et anti-européens, le président français plaide pour une Europe forte, unie et souveraine, alors qu'il lance mardi sa campagne pour les élections européennes, avec une tribune dans la presse régionale française, ainsi que dans chacun des 28 pays européens. À un peu plus de 2 mois des élections européennes, l'Estonie n'a pas échappé à la percée de l'extrême droite lors des législatives de dimanche. Un scrutin marqué par la victoire du parti de la réforme, la formation centriste qui devra désormais sceller des alliances. Elle pourrait devenir la première femme à diriger un gouvernement en Estonie. Kaja Kallas a fait de son parti de centre-droit, la Réforme, la première formation du pays avec près de 29% des suffrages remportés aux législatives de dimanche. Reste à trouver des partenaires de coalition, ce qui ne sera pas une mince affaire. Nous avons un programme complet que nous souhaitons ardemment mettre en œuvre pour l'Estonie, mais nous devons aussi négocier avec les partenaires de coalition potentiels, ce qui peut être fait. Il y a globalement 3 options, le parti du centre, les conservateurs, de pro-patria et les sociaux-démocrates. Si l'option la plus viable semble être une alliance avec le parti du centre du Premier ministre sortant, arrivé deuxième, des divergences de fond les séparent, comme la relation avec le voisin russe, choyé par le centre. Notre tâche est de maintenir les valeurs, les principes et les positions que nous avons défendus devant nos électeurs. Et nous n'avons pas qu'une poignée d'électeurs en Estonie. Quant à l'extrême droite, elle sort renforcée de ces élections, résolument eurosceptique. Le parti ECR a presque triplé son score d'il y a 4 ans en engrangeant près de 18% des suffrages. Pour l'heure, les autres partis excluent toute alliance avec l'ECR, ce qui ne décourage pas son chef de file. Ce que nous voulons voir dans l'accord de coalition, ce n'est pas le genre de blabla que nos rivaux ont tenu en promettant un allègement fiscal de 500 € ou des transports gratuits. Ce que nous voulons voir dans l'accord de coalition, ce sont des choses réalisables, à l'image de ce que Donald Trump est en train de réaliser en faisant construire un mur à la frontière, en révoquant l'Obamacare et en abaissant les impôts. Nous ferons exactement la même chose. L'Estonie, un pays d'à peine 1,3 million d'habitants, jouit d'une croissance solide et d'un taux de chômage à moins de 5%. Il revient désormais à la présidente de désigner le ou la première ministre qui tentera de former un gouvernement. La rhétorique du gouvernement hongrois sème à nouveau la discorde avec Bruxelles. Budapest porte de nouvelles accusations contre les institutions européennes sur une thématique qui lui est chère, celle de l'immigration. Les relations entre le Premier ministre hongrois et les dirigeants d'institutions européennes sont décidément exécrables. Il y a eu une campagne d'affichage à Budapest accusant le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le milliardaire George Soros d'être les promoteurs de l'immigration illégale. Une campagne désormais terminée. Mais une autre va commencer, ciblant cette fois Frans Timmermans. C'est Viktor Orban lui-même qui l'a annoncé ce week-end, accusant le vice-président de la Commission d'être complice de George Soros en matière d'immigration. À Bruxelles, on rappelle la ligne de conduite de la Commission. Quelle que soit la cible de ces attaques, le président de la Commission, le premier vice-président ou tout responsable de nos institutions, nous y répondrons point par point et nous défendrons notre travail face à cette rhétorique mensongère. Les propos du gouvernement hongrois divisent au sein même de la droite européenne.
Le PPE, le Parti populaire européen, doit se réunir dans 2 semaines pour éventuellement exclure de ses rangs le Fidesz, le parti de Viktor Orban. Les relations entre les dirigeants européens et le gouvernement Orban sont tendues depuis plusieurs années, Bruxelles s'inquiétant d'une dérive jugée autoritaire du régime en place à Budapest. Theresa May a-t-elle eu recours à des méthodes peu orthodoxes pour tenter de faire passer son accord sur le Brexit négocié avec Bruxelles? Le gouvernement britannique a annoncé qu'il débloquerait un fonds d'aide pour soutenir les régions les plus délaissées du Royaume-Uni, une démarche que l'opposition juge intéressée. Corruption ou pas corruption, Theresa May serait-elle en train d'acheter les votes des députés en échange de leur soutien à un accord sur le Brexit? C'est ce dont l'accuse l'opposition britannique. La Première ministre a lancé un fonds de 1,87 milliard d'euros pour aider des régions sinistrées. Il n'en faut pas plus pour éveiller les soupçons des travaillistes. Car ces régions du nord et du centre de l'Angleterre ont massivement voté en faveur de la sortie de l'UE lors du référendum de 2016. Celui qui monte au front pour défendre Theresa May, c'est son secrétaire au logement. Ce financement existe, quel que soit le résultat, déclare James Brockenshire. Theresa May peine à rassembler une majorité de parlementaires pour ratifier l'accord de divorce conclu avec Bruxelles fin novembre. Rejeté en janvier, le texte sera à nouveau soumis au vote d'ici 8 jours. Juan Guaidó devait rentrer aujourd'hui au Venezuela. Le président par intérim autoproclamé avait bravé son interdiction de sortie du territoire pour se rendre en Colombie. L'opposant était attendu ce lundi dans son pays malgré les menaces d'arrestation qui pèsent sur lui. C'est un véritable héros que ses partisans l'ont accueilli à l'aéroport. Juan Guaidó est de retour au Venezuela. Il est rentré après une tournée d'une dizaine de jours dans des pays de la région. Un retour qui n'est pas sans risque. L'opposant est menacé d'arrestation pour avoir bravé l'interdiction de sortie du territoire. Mais c'est entouré d'ambassadeurs européens et latino-américains venus garantir sa protection qu'il a quitté l'aéroport. Fort du soutien d'une cinquantaine de pays, à commencer par les États-Unis, Juan Guaidó a d'emblée renouvelé son appel aux manifestations pour maintenir la pression sur le président chaviste Nicolás Maduro, qu'il espère chasser du pouvoir. Le nouvel avocat de Carlos Ghosn passe à l'offensive. Il a déposé une nouvelle demande de mise en liberté de l'ancien patron de Renault et ses proches s'engagent eux aussi dans des procédures. La famille de Carlos Ghosn va saisir les Nations Unies car selon sa femme et ses 4 enfants, les droits fondamentaux de l'ancien dirigeant de Renault et Nissan ne sont pas respectés. Depuis plus de 100 jours, l'ex-PDG est emprisonné au Japon dans un lieu de détention aux règles moyenâgeuses, selon ses proches. Carlos Ghosn a un nouvel avocat qui se dit optimiste sur une future libération sous caution. Maître Junichiro Hironaka, réputé pour obtenir des acquittements difficiles, a déposé une 3e demande pour faire sortir son client de prison. Carlos Ghosn est principalement inculpé pour avoir minoré ses revenus déclarés. Il dénonce un complot politico-économique de Nissan, le constructeur japonais. Direction Genève, à quelques heures seulement de l'ouverture du Salon de l'automobile, une édition où la transition énergétique aura toute sa place. Dans les allées du Palexpo à Genève, 900 voitures sont présentées au public. Les tout derniers modèles, les innovations les plus récentes, les grands noms de l'automobile ont rendez-vous pendant 10 jours pour l'un des plus grands salons automobiles du monde, dans un contexte assombri par les guerres commerciales et la peur d'un Brexit dur. Cette année, l'électrique est à l'honneur. Je crois que 2019 est vraiment l'année de la voiture électrique. De nombreux constructeurs automobiles ont reporté l'échéance parce que ces voitures sont moins rentables. Je crois qu'ils ont maintenant compris que le public était demandeur. Après des années de croissance et de profits records, la conjoncture s'est brutalement retournée à l'été 2018 sous l'effet d'une baisse inattendue du marché chinois, de loin le premier mondial. Si vous avez l'occasion de passer par Paris ou Plovdiv, voici quelques idées de sortie pour en prendre plein les yeux. Tour d'horizon avec Laurence Alexandrovitch.
Voici les rendez-vous culture de la semaine. Avec sa nouvelle expo, La nature brisée, le design prend en compte la survie de l'homme. La Triennale de Milan explore les liens qui unissent l'homme à son environnement naturel en péril. Précipitez-vous avant le 1er septembre. Si je vous dis les tournesols, vous me répondrez Van Gogh. L'atelier des Lumières à Paris propose une immersion numérique dans les plus grands chefs-d'œuvre du génie hollandais. Au mur, au plafond et tout cela en musique, découvrez la vie de l'artiste, c'est à voir jusqu'au 31 décembre. Un détour en Bulgarie, à Plovdiv, capitale européenne de la culture 2019. Pour le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, une expo présente des fragments originaux du mur, mettant en valeur le street art. C'est encore tout ce mois de mars. Bonne culture! C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.